Alors, la France était une mine de talent. Bonjour Sébastien Gouspillou. On a l'impression qu'il y a moins de talents, ou en tous les cas, on a laissé les talents partir. Que s'est-il passé? Des talents dans l'innovation et la crypto-monnaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé une opposition assez frontale depuis 2017-2018, qui est assez globale, qui est venue d'en haut, notamment de Bruno Le Maire. Et donc, il y a eu une espèce de cristallisation autour de l'intérêt des blockchains, de la blockchain, puis après des cryptos, mais toujours on est passé à côté du sujet principal qui est le bitcoin. C'est-à-dire qu'on a voulu faire de la blockchain sans bitcoin en France, et c'est la base de notre retard aujourd'hui. Alors, c'est la base de notre retard. On va essayer d'un petit peu de comprendre, parce que à chaque fois, on essaye de comprendre ces deux concepts, le bitcoin et la blockchain, et on se dit que c'est très intéressant, mais ça a l'air quand même très compliqué. Alors, la blockchain, déjà, peut-être une définition simple. Pour nous, la blockchain, c'est une brique technologique du protocole Bitcoin. Donc, la révolution technologique, c'est Bitcoin. La blockchain n'est que le registre comptable qui permet d'enregistrer les transactions du réseau Bitcoin. Donc, une blockchain, en soi, c'est juste une brique technologique, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En quoi le Bitcoin est neuf, et comment c'est devenu une monnaie? C'est neuf dans l'idée que c'est un concept la monnaie native d'Internet, c'est un concept qui a précédé Bitcoin de nombreuses années avant Bitcoin, avant 2008-2009. Il y a eu des projets, BitGold notamment, des organismes, notamment américains. La Citibank a beaucoup travaillé sur cette monnaie qui serait en capacité d'être échangée sur Internet sans s'adosser à un organisme financier existant. Et donc, on a toujours lutté. On n'a jamais trouvé la quadrature du cercle pour réussir à lancer cette monnaie. Il y avait toujours un point de difficulté qui était la possibilité de la double dépense ou le fait d'être adossé à une banque. Et donc, Satoshi Nakamoto, en 2008, a sorti son white paper pour expliquer que ça y est, il avait trouvé une manière certainement de rendre réelle cette monnaie native d'Internet. Et ça a été tout de suite identifié comme techniquement abouti. Et donc, ça a été suivi. Et donc, on connaît le succès depuis 15 ans de Bitcoin. Alors, ce succès, c'est qu'aujourd'hui, un Bitcoin atteint presque 100 000 euros, 97 603,08 euros à l'heure où on se parle. C'est un peu en baisse. C'est un peu en baisse par rapport au jour précédent. Je ne regarde pas le cours au quotidien. Pourquoi ? Parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Bitcoin conserve encore une certaine volatilité. Nous, on est convaincu de l'idée que ça va prendre de la valeur, que ça continue de prendre de la valeur. Quand j'ai commencé, moi, le Bitcoin était à 1 000 $. Donc, je dirais que... Et vous en aviez acheté à l'époque ? Très peu, très peu. Moi, j'ai créé l'entreprise Big Block Data Center. Vous avez fait un bon gap. Oui, le gap était impressionnant, mais au-delà de l'aspect purement gain et l'aspect financier, nous, on a identifié que Bitcoin deviendrait l'étalon mondial et se substituerait à l'étalon mondial qu'est le dollar aujourd'hui, et qui n'est pas un étalon cohérent dès lors qu'il est soumis à la possibilité d'en imprimer autant qu'on veut. On va revenir justement sur le Bitcoin et effectivement sa montée en puissance. Jusqu'où peut-elle aller? Question quand même au niveau des talents et justement du savoir-faire français. Où en est-on aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore des talents, comme disait Thibaut Boutron à l'instant, ou est-ce que tout le monde est parti? Non, il reste encore des talents. Mais c'est vrai qu'on nous pousse dehors. D'abord, l'industrie bancaire a quand même tout fait pour qu'on ne puisse pas rester dans ce pays, en refusant de nous ouvrir simplement des comptes en banque. Il faut savoir que mon entreprise a été remerciée par les pourquoi trois... l'industrie bancaire est par rapport au Bitcoin, comme l'ont été par exemple les ouvriers du livre par rapport à l'imprimerie, à chaque fois qu'il y avait une innovation, on cassait la machine qui innovait parce qu'on avait peur de casser le métier, c'est ça? Bien sûr, je pense que c'est un peu ça. Oui. Les banquiers français, en tout cas, ont eu peur de l'innovation Bitcoin et ont tout fait pour nous couper les ailes. Oui. En quoi le Bitcoin pourrait justement menacer le système bancaire traditionnel? Pour moi, c'est une erreur de jugement. Je ne pense pas que le Bitcoin menace le système bancaire traditionnel. Si Bitcoin menace quelque chose, c'est les banques centrales. Et donc, c'est pour ça que les banquiers américains ont compris maintenant, ont eu le même réflexe de blocage vis-à-vis des acteurs du Bitcoin au début. Mais depuis 2014-2015, les banquiers américains ont commencé à comprendre.
Et donc maintenant, toutes les grandes banques américaines ont leur desk Bitcoin. Et nous, on a un peu de retard encore. Est-ce que la fuite de certains entrepreneurs, certains innovateurs en matière de Bitcoin est due aux résistances et aux réticences, au conservatisme, au mauvais sens du terme, français, ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui jouent, notamment la vague d'insécurité qui touche ce secteur et les menaces d'enlèvement d'un certain nombre ou les enlèvements d'un certain nombre d'entrepreneurs? Alors ça n'a pas encore eu forcément un effet significatif sur les départs de France des entrepreneurs. On a encore de très belles entreprises françaises qui sont restées, qui arrivent à se battre et donc sont patriotes et veulent rester en France. On a Ledger, on a Paymium, on a CoinHouse, on a quand même quelques belles entreprises françaises qui sont des véritables pionniers. Mais c'est vrai qu'on est parti d'un écosystème français qui était le leader européen de très loin. On avait les pionniers vraiment les plus impressionnants d'Europe ici en France. Pas mal sont partis pour des difficultés bancaires, pour des difficultés législatives, encore une fois, on a voulu créer un cadre et une régulation avant même que les entreprises n'existent réellement et un vrai marché. Aujourd'hui, la menace des kidnappings, elle est assez... elle révèle quelque chose, c'est que 80% des enlèvements, des kidnappings dans le milieu de la crypto sont faits en France, au niveau monde. Et donc la police nous explique très clairement que c'est dû au fait que les gangsters avaient beaucoup de facilité à recruter des petites mains en France. Et pourquoi ils ont une facilité aussi importante à recruter à vil prix, des gens qui sont prêts à vous couper les doigts, à vous percer les genoux, c'est parce qu'ils savent qu'ils risquent rien. On a le système judiciaire le plus laxiste et les gars savent qu'ils n'iront pas en prison. Donc pourquoi se priver ? Pourquoi se priver ? Je reviens justement maintenant sur la valeur du Bitcoin et sa montée en puissance. Pourquoi il faut prendre au sérieux le Bitcoin ? Pourquoi faut-il d'ailleurs le prendre plus au sérieux que les autres crypto-monnaies ? Alors, c'est deux choses très différentes. Les crypto-monnaies, c'est donc un ensemble technique qui doit amener à décentraliser la finance, ce qu'on appelle la DeFi. Le Bitcoin, c'est très différent. La promesse du Bitcoin, c'est vraiment de devenir la monnaie de réserve mondiale. Et c'est ce qui est en train de se jouer. Donc cette vision qu'on avait, nous, Bitcoiners early, est en train d'être prise en compte par Donald Trump. Et il est en train de faire de son pays le leader du Bitcoin, pour plusieurs raisons, mais la raison... Ce qui peut expliquer d'ailleurs les bras de fer qu'il y a avec la Fed et les gouverneurs de la Fed. Oui, tout à fait. En tout cas, apparemment, l'année dernière, Trump a été convaincu que Bitcoin allait jouer un rôle très important dans le nouveau système monétaire qui est en train de se mettre en place. Aujourd'hui, avant c'était l'or, qui était le référent mondial, puis c'est devenu le dollar. Aujourd'hui, Trump voudrait dévaluer le dollar et se rend compte que ça n'est absolument pas compatible avec le rôle de monnaie de réserve du dollar. Et donc, il est en train de s'approprier Bitcoin pour faire une deuxième monnaie US qui sera la monnaie de réserve mondiale. Donc, c'est quelque chose de très important de comprendre pour les États, les autres États que les États-Unis, notamment la France, l'Europe, de réaliser à quel point le Bitcoin est quelque chose d'important. Et on en est très loin. Comment ça peut devenir la monnaie de réserve mondiale ? Ça s'imposera par son prix. Vous voyez, là, ce qui vous impressionne et ce que vous trouvez révélateur dans la solidité du Bitcoin, c'est qu'aujourd'hui, il atteint 100 000 euros. Il a dépassé 115 000 $. Plus son prix va monter, plus on va réaliser que c'est la valeur ultime. Je vous pose la question différemment. Qu'est-ce qui fait la valeur du Bitcoin ? Plusieurs choses. Notamment le fait que c'est un réseau de paiement mondial, ça n'a jamais existé auparavant, que c'est totalement... Un réseau de paiement mondial, c'est-à-dire qu'on peut payer où on veut. Où on veut. Dès lors que votre interlocuteur est d'accord pour accepter vos bitcoins, vous pouvez payer absolument n'importe où dans le monde. Enfin, on peut le faire encore aujourd'hui, on peut payer en dollars, on peut payer en euros, on peut payer... Non, vous ne pouvez pas payer en euros, nulle part dans le monde. Nulle part dans le monde. Si vous vous baladez avec des euros dans le monde, vous ne pouvez pas les dépenser. Avec des dollars, on peut. Avec des dollars, on peut, mais pas partout. Vous voyez, vous allez en RDC, par exemple, avec votre dollar, personne n'en veut. Et avec un bitcoin, vous pouvez y aller ? On arrive à trouver, à échanger, oui, bien sûr, c'est plus facile. Pourquoi ? Parce que chacun a un ordinateur ? Alors, chacun n'accepte pas le bitcoin, ça reste quelque chose qui est encore marginal, mais on a possiblement la possibilité d'échanger du bitcoin n'importe où dans le monde, oui, absolument. C'est contre-intuitif ce que vous dites, parce que justement aujourd'hui, quand par exemple on part dans certains pays où il y a un système
des infrastructures informatiques moins développées, on part pas avec une carte bleue. On va à la caisse, on les comptabilité, et on dit bon ben voilà, j'aurais besoin d'avoir tant d'argent en liquide parce que là ça se passera de la main à la main. Et bien sûr. Voilà. Donc tous les reporters, surtout dans les zones un petit peu sensibles, connaissent ça. Et ce que vous me dites, c'est que en revanche, quelque chose qui serait plus complexe, notamment qui passe par les ordinateurs, l'informatique, lui, serait plus accessible. Et j'ai du mal à comprendre. Ah, c'est très accessible. Aujourd'hui, on peut échanger du bitcoin par le biais du réseau téléphonique, par SMS. On n'a pas besoin d'Internet. Donc, c'est pas encore extrêmement pratiqué, mais en Afrique, notamment, les échanges de bitcoin peuvent se faire pair à pair, de téléphone à téléphone, comme la mobile money, sans Internet, par le réseau du téléphone. Donc, le frein technologique n'est pas quelque chose de décisif dans le cadre de l'expansion du Bitcoin. Alors, ce qu'on a du mal à comprendre, Sébastien Gouspillou, c'est que d'un côté, on a ce Bitcoin et de l'autre, on a les crypto-monnaies, le Littlecoin. Donald Trump voulait lancer également sa crypto-monnaie. Et on a l'impression que ça peut se créer à l'infini. À l'inverse, l'un des arguments de vente pour le Bitcoin, c'est de dire... Ce qui fait sa valeur aussi, c'est que c'est en nombre, c'est comme l'or, c'est limité. Qu'est-ce qui fait que le Bitcoin est plus limité que d'autres crypto-monnaies ? C'est le protocole au départ qui a fixé les limites du Bitcoin. Il n'y aura jamais que 21 millions de Bitcoin. Alors, donc c'est une émission. Et si quelqu'un s'avise de changer le protocole ? Personne ne peut changer le protocole. Parce que c'est dans le protocole. C'est comme ça. Il faudrait vraiment un consensus mondial qu'on n'atteindra jamais parce que personne n'est d'accord pour voir ces bitcoins se diluer. Si j'ai un bitcoin, je sais que j'ai un 21 millionième du total supply. J'ai pas du tout envie qu'on double ça. C'est pour ça que, ontologiquement, il peut devenir une valeur refuge comme l'or ? Bien sûr, mais pour nous, c'est la valeur de refuge ultime dès lors qu'il va se transformer en monnaie de réserve. Plus encore que l'or ? Il semblerait que oui, parce que, comme on l'a vu, l'or a été la clé de voûte de toute la confiance du système monétaire pendant des siècles. Il a été substitué par le dollar. Ces deux étalons sont pas bons, en fait, dans leur rôle. Pourquoi ? Parce que l'or n'est pas auditable. Si vous voulez aller à la Banque de France et auditer leur or, ça n'a jamais été fait. Pour avoir un audit sérieux, il faudrait fondre l'or. Et donc, toute la base de confiance... Ce que vous appelez un or auditable, c'est de pouvoir vérifier la qualité et la pureté de l'or. Bien sûr, oui. On sait très bien que dans les banques centrales, vous avez des faux lingots d'or, des lingots d'or qui sont avec du tungstène à l'intérieur. Enfin, ça n'est pas auditable. Je ne sais pas, mais vous me l'apprenez. Et donc, quand on s'intéresse au Bitcoin, on s'intéresse à l'or et à ses défauts. Ouais. Ça n'empêche pas du tout... je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il ne faut pas avoir d'or. Ça reste la valeur refuge de référence. On peut avoir de l'or que du tungstène. Encore que le tungstène peut avoir de la valeur. Pour le particulier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que monnaie de réserve, ça n'est pas auditable. Donc, toute la base de la confiance se fait sur un asset qui n'est pas auditable. Et donc, ça ne peut pas créer une confiance aussi parfaite que le Bitcoin. On lui prête d'autres vertus, notamment des vertus de certification. Disons que quelque chose qui est inscrit dans la blockchain Bitcoin est immuable, donc on ne pourra pas le changer. Voilà. En revanche, on peut tout à fait inscrire dans la blockchain Bitcoin une erreur. Donc c'est juste l'immuabilité qui peut être intéressante pour certaines choses, oui. Mais souvent on a beaucoup fantasmé sur cet intérêt-là. Voilà. La révolution de la blockchain, c'est la révolution de Bitcoin, c'est vraiment une révolution monétaire qui est en train de se jouer sous nos yeux et dans la grande indifférence de nos politiques aujourd'hui, alors que c'est quelque chose de vraiment fondamental. Vous évoquiez tout à l'heure, au début de notre entretien, les réticences et la résistance du système français et des autorités françaises. Vous citiez Bruno Le Maire. On peut citer également Éric Woerth, l'ancien ministre, qui, lui, s'était montré préoccupé par les ravages écologiques du minage. Peut-être, puisque c'est une de vos spécialités d'ailleurs, rappeler, avant d'y venir, en quoi consiste le minage exactement ? Le minage, c'est toute la base de sécurisation du protocole Bitcoin. Le mining, c'est des milliers et des milliers d'ordinateurs partout dans le monde qui vont valider les transactions. En gros, ça remplace le tiers de confiance. C'est ce qui fait qu'on peut travailler sans un tiers de confiance. C'est tout le mur de sécurité autour du Bitcoin. C'est un mur qui grossit sans arrêt, qui a énormément monté en hauteur depuis que je connais ça, moi, depuis 2015.
Et donc le mining a une très forte absorption électrique, a besoin d'électricité. Ça, c'est un énorme consommateur d'électricité. Et c'est un avantage considérable pour un pays producteur d'électricité, alors que Éric Woerth, comme Bruno Le Maire, l'ont vu comme une pollution. Voilà. Et donc, pourquoi Éric Woerth? Ah non, bien sûr que non, c'est tout le contraire. Même aujourd'hui, on est en train de tout le monde le réalise. Mais c'est un avantage énorme pour un électricien d'utiliser le Bitcoin comme régulateur, comme équilibreur de son réseau. C'est un avantage considérable. Parce que c'est une batterie économique, en fait. Aujourd'hui, vous avez une absorption électrique en France qui peut aller qui peut être différente d'un facteur 3. Voilà, selon une absorption classique en journée et en pic, en hiver, en début de soirée, tout ça. Donc il faut avoir un réseau qui est capable de répondre au pic, mais qui le reste du temps est pratiquement, 2/3 de ce réseau est à l'arrêt. Oui, donc l'intérêt, c'est de pouvoir absorber les mégawattheures qui sont disponibles. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour que le pic puisse être absorbé, on est obligé de produire beaucoup. Or, il y a un problème de surproduction. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est que le minage peut être une voie de sortie pour cette surproduction. Ah, c'est pas peu, c'est certain. En gros, aujourd'hui, nos centrales nucléaires travaillent à 60-65% de leur capacité quand elles sont conçues pour travailler à plus de 90%. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la demande et parce qu'on se sert aussi du nucléaire pour moduler en France. On pourrait très bien faire tourner nos centrales nucléaires à fond, comme elles sont conçues pour travailler, avec une absorption de tout ce qu'elles font par le mining. Et quand on monte en demande, le mining se coupe. Bon, c'est beau comme l'antique ce que vous êtes en train de me raconter, Sébastien Gouspillou, mais si vous faites ça, justement, ça va baisser le tarif de l'électricité. C'est pas une bonne opération pour des entreprises comme EDF? Non, mais c'est une bonne opération pour les clients français. EDF n'a pas intérêt. C'est un équilibre, parce qu'il faut quand même que le fournisseur s'y retrouve aussi. Ah, mais le fournisseur s'y retrouve forcément. D'abord, la maintenance des centrales, le fait de moduler coûte beaucoup d'argent à EDF. C'est pas conçu pour ça, un réacteur nucléaire à eau pressurisée comme ce qu'on a chez nous. Donc ça leur coûte de l'argent. Et on se retrouve à vendre de l'électricité, malgré la modulation, on produit trop. Donc on se retrouve à vendre de l'électricité à prix négatif. Ça coûte beaucoup d'argent à EDF, ça. Donc non, c'est pas comme si ça n'existait pas. Le mining est expérimenté au Texas depuis 5 ans maintenant et reconnu par le patron d'ERCOT, donc qui est l'équivalent d'RTE sur le réseau américain, le réseau texan. Ils reconnaissent que ça a été un avantage considérable, qu'aujourd'hui ils n'ont plus de blackout grâce au mining. Ils n'ont plus de blackout parce qu'ils produisent beaucoup pour faire du minage, et quand il y a un besoin, on arrête le minage et on met sur le réseau électrique. Exactement, vous avez tout compris. Tout ce que vous me dites est passionnant, mais la France ne semble pas, en tout cas, prendre l'ampleur du défi, alors notamment pour les réticences qu'on a décrites, mais aussi on laisse filer, en tous les cas, une filiale d'EDF et Exaion qui aurait pu faire le job. Absolument. Donc Exaion qui était spécialisé dans la récupération finalement des supercalculateurs, hein, ces énormes machines qui permettent de faire tourner les centrales, les machines informatiques qui permettent de faire tourner les centrales nucléaires. Alors Exaion, c'est né d'une volonté d'EDF de s'approprier la blockchain. Donc ils ont monté des équipes au sein d'EDF pour voir comment EDF pouvait profiter de cette nouvelle technologie qu'ils envisageaient être la blockchain. La nouvelle technologie, encore une fois, c'est le Bitcoin, c'était pas la blockchain. Donc déjà, il y avait une confusion. Et donc, finalement, moi, j'ai participé à ces groupes de travail. Hein. Donc, moi, mon idée, évidemment, c'était qu'EDF mine. EDF était le plus gros producteur nucléaire du monde, reste aujourd'hui le plus gros producteur d'énergie nucléaire au monde. Il y avait un vrai besoin de mining. Le discours, c'était rendre la blockchain plus verte. C'était le discours de Bruno Le Maire à la Blockchain Week en 2018. EDF s'est emparé de cette idée-là, rendre la blockchain plus verte. Et donc, en tant que producteur d'électricité, énorme producteur d'électricité, ils ont décidé de travailler sur tous les protocoles qui n'étaient pas gourmands en électricité. Donc, tout le contraire de leur intérêt stratégique. Donc, Exaion a été créé avec cette vision de faire de la crypto-monnaie. Très vite, en cours de route, ils ont compris que la blockchain, ça n'avait pas en fait d'application autre que la monnaie, et ils se sont mis à vouloir développer leur activité sur toutes les autres crypto-monnaies que le Bitcoin. Et donc, sur des activités en proof of stake, donc des protocoles qui, eux, ne sont pas demandeurs d'électricité, n'ont pas besoin de mining. Et donc, évidemment, cette boîte-là n'a pas performé. Hein, et donc, aujourd'hui, Mara, l'acteur américain, qui est un de nos concurrents, vient se positionner en rachetant cette filiale d'Exaion en se disant, nous, on va choper le mining français. Cet énorme potentiel minier qu'il y a en France qu'on se refuse de faire travailler, ils l'ont acheté.
Voilà. Pour faire du Bitcoin ? Mais évidemment, pour faire du Bitcoin. Et ça, nous, on le sait depuis que l'annonce a été faite. Et l'annonce avait été faite en disant ça va être du cloud, ça va être de l'IA. Nous, on savait très bien que c'était du mining. Mara est une boîte de mining. Et là, Le Figaro, votre journal, a sorti vendredi l'info, comme quoi c'est bien du mining qu'ils viennent faire en France. Donc, et sur le deal, qui paraît énorme, EDF se dit on vend notre boutique là qui sert à rien, qui fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Ce que vous dites, c'est que on peut en faire quelque chose. Bien sûr, on peut faire quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui apparaît aux yeux du public, c'est qu'on rachète cette coquille vide. Mara rachète cette coquille vide, 170 millions de dollars. C'est pas par hasard. Sur les 170 millions de dollars, il n'y a que 29 millions de dollars qui reviennent, ou d'euros, qui reviennent à EDF. Le reste dans le capital. Donc ça permet de monter des fermes de mining. C'est un marché de dupes hallucinant, quoi. C'est-à-dire qu'EDF est en train de donner aux États-Unis l'exclusivité du mining français, un énorme potentiel. On parle de 8 gigawatts. Donc c'est un marché qui excite à fond Mara. Et vous dites ça parce que vous aimeriez plutôt racheter l'entreprise ? Disons que si on avait consulté l'écosystème français, on avait largement de quoi faire ce marché-là, oui, sans problème, évidemment. Une dernière question, c'est la question écologique. Précisément, le mining et ces fermes de mining, donc, sont très consommatrices et sont très voraces en matière électrique. Comment on peut arriver à faire quelque chose qui soit conciliable avec l'environnement et tout en répondant à ce défi ? On fait déjà quelque chose qui est conciliable avec l'environnement, parce que le propos du mining, c'est de venir se positionner sur les surplus électriques. Et l'exemple français est typique. On a une énorme capacité de production sur du nucléaire, donc une énergie propre, qu'on ne produit pas, parce qu'on n'a pas la demande. Donc en quoi créer du mining français serait une pollution ? De la même manière, faut bien les gens ne comprennent pas ça. On a un outil de production mondial d'électricité qui est 3 fois supérieur à la demande mondiale d'électricité. C'est comme ça, parce que l'électricité, ça ne s'envoie pas par la poste. Donc vous avez des endroits où vous avez d'énormes surplus d'électricité, et dans le même pays, des endroits où on est en manque d'électricité, parce que l'électricité, il faut la transporter. Et donc vous avez un déséquilibre systématique, et plus vous faites du renouvelable intermittent, plus vous avez besoin de grossir votre parc en puissance installée, pour délivrer une puissance qui est 3 fois inférieure à notre capacité de production. Le mining vient s'installer là-dessus. Vous savez on dit que le Bitcoin consomme plus qu'un pays comme la Suède, j'ai entendu, ou la Hollande. Sauf que ce pays qui s'est créé depuis 2008 et qui consomme énormément d'électricité ne s'est pas construit une seule centrale. C'est-à-dire qu'on a rajouté l'équivalent d'un pays comme la Hollande avec sa consommation électrique sans ajouter une seule centrale électrique. Ça veut bien dire qu'on est venu chercher l'électricité là où elle était disponible. Donc c'est absolument pas un défi écologique. Il y a certains pays, en tous les cas, qui ont fait le pari du Bitcoin, c'est notamment l'Équateur. Le Salvador. Le Salvador, pardon. Le Salvador l'a choisi comme deuxième monnaie nationale à côté du dollar. Donc le Salvador, c'est un pays qui n'avait plus sa propre monnaie, le colonne, depuis les années 70. Et donc le président Bukele, lui, a compris, est devenu bitcoiner assez rapidement et a compris qu'il allait faire gagner beaucoup d'argent à son pays en accumulant du bitcoin. Merci beaucoup, en tous les cas, de nous avoir éclairé sur le bitcoin. On y reviendra parce que c'est toujours un peu complexe, mais c'est très, très intéressant. Et effectivement, c'est en train de monter en puissance. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci, Sébastien Guspillou. Et vous retrouvez demain Anne-Emmanuel Isaac ici pour un nouveau numéro de Point de Vue.